je propose tout de suite aux intervenants de la deuxième table ronde de venir ici. J'appelle je reprends mes petites notes. Stéphane Viry, Jean-Luc Kings, Antonin Gregorio et Kevin Gubernator. Et pendant qu'ils s'installent, éventuellement, je vous propose de vous lire quelques lignes d'un texte écrit par Lydia à l'occasion de la grève du chômage du début du mois. Et j'ai la prétention de faire œuvre de pédagogie encore. Les premières lignes. Le chômage est un mal qui ronge lentement, une situation où on se sent impuissant, provoquant énormément de mauvais jugements. On est perçu différemment des autres gens. Croire que cela peut être satisfaisant est une absurdité, vraiment c'est décevant. Plus le temps passe, plus la confiance s'efface. Le chômage est à bannir, on veut tous en sortir. Et à la suite qui est affichée. C'est aussi par le travail qu'on retrouve sa dignité, sa place dans la société et le lien. Et deuxième sentiment, je le dis parce que on bosse beaucoup pour ça, c'est une fierté avec vous toutes et tous de faire ce qu'on fait. Et c'est ce genre de portrait, et merci à celles et ceux qui l'ont fait, qui ont participé, qui l'ont pensé, c'est nous rappeler, c'est mon essence, moi. C'est ce qui fait que ce soir, je rentre chez moi avec un peu plus d'essence dans le moteur. Parfois, on en a besoin, je vous cache pas. Et ça fait du bien. Et ça nous rappelle aussi un fondamental du projet. J'en terminerai là. C'est qu'on fait avec les personnes en l'occurrence privées durablement d'emploi, et que ça ne pourra pas se faire sans elles, et que c'est à elles qu'il faut avant tout donner la parole. Et donc, c'est ce à quoi on s'emploiera notamment à l'avenir pour penser la suite. Les premières personnes qui sont dans le projet sont celles qui ont le plus à nous en dire, même si tout le monde doit y participer. Donc, voilà, ce double sentiment. Merci Antonin. Stéphane, vous vous présentez, vous nous faites part de votre réaction suite au documentaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Viry, je suis député des Vosges et conseiller départemental. Le film, je l'avais déjà visionné préalablement. Je vais voir la projection ce matin. Il m'avait pas troublé à sa
comment dirais-je, première projection, il m'avait confirmé la réalisation au niveau national de la pratique de TZ. Ce sont des témoignages de vie, des témoignages humains sincères, spontanés. Et je connais, pour les fréquenter maintenant depuis plusieurs années, un certain nombre. Donc voilà, c'est un film qui est très bien fait, qui est très utile, mais qui suffira pas. J'écoutais avec attention Daniel Collin tout à l'heure dire qu'est-ce qu'il faut plus. Si ça allait de toi, Daniel, Antonin, tout ce qu'il fait à Paris, tous les combats, on n'en serait pas là non plus. Le film, il provoque de l'émotion positive. Hélas, parfois, et j'en dirai un mot tout à l'heure, il faut aller au-delà de l'émotion. Il faut aller dans la conviction profonde. Et certains encore, dans les dirigeants de ce pays, n'ont pas la membre lorsque j'ai conduit ce travail parlementaire pour les crédits 2024 de la mission emploi-travail. Donc, David a employé à plusieurs reprises pédagogie, oui, à l'évidence, mais aussi conviction. Moi, je voudrais vraiment, en 20 secondes, vraiment remercier celles et ceux qui ont fait cette matinée. Elle est une marque de confiance pour l'expérimentation TZ à Taon-les-Vosges. Elle est une marque d'encouragement pour toutes celles et ceux qui portent le projet, qui font le projet depuis le départ. Et vraiment, je me félicite que ce matin à Taon-les-Vosges, on parle d'emploi, plus généralement de valeur travail. Antonin le disait, c'est le combat, me semble-t-il, du XXIe siècle dans ce pays. Donc, je suis ravi d'y apporter une contribution ce matin. Merci Stéphane. Et Jean-Luc, notre dernier interlocuteur de la table ronde. Oui, bonjour à tous. Jean-Luc Kins, directeur territorial Pôle emploi Vosges. En réaction par rapport à la vidéo, qui était également la deuxième fois pour moi, moi, je reprends plutôt certains termes qui ont été, ou des images qui ont été partagées. Je vois du monde, je sors de l'isolement, j'ai retrouvé du lien social ou statut social. Ça a été répété plusieurs fois tout à l'heure, mais je m'étais noté ça et je pense que de toute façon, le travail permet de sortir de son monde à soi qu'on s'est peut-être créé à un moment donné quand on n'en avait pas. Vous avez parlé l'une ou l'autre de la routine à domicile et de retrouver des personnes, de pouvoir rire. On a repéré de toute façon une des personnes qui aiment bien ça, qu'il a dit dans la vidéo, qu'il a remontré tout à l'heure. Mais oui, ça permet ça. Et un deuxième sujet que j'ai noté, entre guillemets, une incohérence entre deux interventions, c'est je suis une professionnelle et une autre personne qui a dit c'est vrai que j'ai zéro ou je n'ai pas de compétences. Et là, moi, je voulais m'inscrire en faux parce qu'on a tous des compétences. En revanche, elles ne sont pas forcément reconnues. On n'a pas pu les déployer, on n'a pas pu en faire la preuve, on n'a pas pu même les expérimenter, mais on en a de toute façon tous. Et en fait, cette expérimentation, ou du moins ce qui se passe aujourd'hui à Taon, vous permet dans tous les cas, et vous l'avez dit d'ailleurs, parce qu'en quelques mois, si on n'a pas si on n'a pas de compétences, c'est pas en quelques mois qu'on se les crée, c'est bien parce qu'il y a cette base qui permet de les rendre visibles. Elles sont révélées grâce à l'expérience que vous avez vécue ici depuis quelques mois. Ok, merci. Donc cette seconde table ronde portera plutôt sur la question de la généralisation de l'expérimentation. Donc effectivement, on expérimente depuis 2016. Donc il y en a des anciens, effectivement. Et puis après tant d'années, là, il y a ce profil, le projet de une troisième loi qui tendrait à généraliser l'expérimentation. Quels enjeux derrière ça? Alors, Antonin, tu as déjà eu quelques propos introductifs. Est-ce que tu veux revenir aussi sur ce qui se profile? Tu as évoqué un temps de concertation l'année prochaine. Quels enjeux il y a derrière autour de la conviction? Quel projet se profile derrière cette idée de généralisation? Merci beaucoup. Je pense que l'enjeu des tables rondes, en tout cas, est ce que nous représentons chacun également, c'est l'enjeu d'en parler collectivement. Je suis heureux que l'État soit représenté, le département, Pôle emploi, la représentation nationale, évidemment, à droite, les différents partenaires. La question, elle est simple, c'est que pour nous, le chronomètre tourne et c'est 2026. En 2026, il y a 3 voies possibles. Il y a 4, allez. La première, on arrête tout. C'est le switch off. Fini, au revoir. Personne ne l'imagine. Et de toute façon, ça n'arrivera pas. C'est pas un décideur public qui va mettre au chômage les anciens chômeurs de longue durée. Enfin, ça n'existera pas. Mais néanmoins, le risque existe. La deuxième solution, c'est la généralisation. Généralisation de territoire zéro chômage de longue durée. À titre personnel, je ne suis pas favorable. Comme je suis assez peu favorable aux généralisations. Je le dis parce que généraliser, ça voudrait dire homogénéiser. Et je pense que territoire zéro chômeur, je parle là en tant que DG de territoire zéro chômeur, c'est l'inverse de ça. On généralise pas. On essaime.
Et d'ailleurs, la réalité de Taon n'est pas la réalité de Pipriac, n'est pas la réalité de Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Et tant mieux, d'ailleurs. Euh, la troisième, ce serait pérenniser le projet TZ. Permettre, en gros, à tout territoire volontaire de devenir territoire zéro chômeur de longue durée. Pourquoi pas. La quatrième, c'est celle dans laquelle on veut s'inscrire, c'est que depuis 8 ans, on a découvert quand même que dans territoire zéro chômeur de longue durée, il y avait zéro. L'exhaustivité. Et que ce zéro, on l'atteindrait pas tout seul avec nos entreprises à but d'emploi. Elles sont indispensables, nécessaires, elles apportent beaucoup de choses, je ne vais pas devant le public expert ici y revenir, mais on a aussi vu qu'il y avait ce travail avec tous les autres acteurs à l'échelle d'un territoire. On ne peut pas prôner la territorialité et dire qu'on fait avec les acteurs de territoire dans des grands mots et derrière ne pas le faire sur le terrain. Or, c'est ce qui advient avec l'insertion par activité économique. Bon, parfois c'est un peu dur, au début ça a frotté, on était un acronyme un peu imbitable, TZCLD, c'est qui ces gens qui arrivent, qui débarquent sur un territoire, pourquoi eux, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, tout ça, tout ça. Moi j'ai aussi beaucoup d'expérience de terrain qui montrent à quel point des SIAE portent des projets de BE, qu'il y a ce travail partenarial à l'échelle du terrain, c'est vrai, et par des structures portées par chez Emmaüs et chez d'autres. Et donc, chantier école a été évoqué, tous ces grands réseaux. Et donc, l'enjeu, c'est cette territorialité, comment on travaille ensemble. Et donc, il y a cet objectif-là. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'inventer un modèle un peu nouveau pour faire le droit à l'emploi? Parce que je crois que l'objectif commun, c'est le droit à l'emploi. Mais d'abord, il faudrait qu'on soit bien tous d'accord sur c'est quoi le droit à l'emploi? Mais première question, et parfois j'interroge des vieux réseaux de l'IAE qui disent faut qu'on se pose la question, on sait pas trop comment prendre le truc. Non, mais c'est un vrai questionnement. Et derrière, c'est passer du quoi, on est très fort dans ce pays pour le quoi, au comment. Et comment on y arrive? Donc ce ne sera pas territoire zéro chômeur tout seul, mais ça, avec d'autres acteurs. Ça pose du coup plein de questions sur la gouvernance de ça à l'échelle territoriale. Demain, il y a France Travail, il va y avoir des comités départementaux. France Travail, est-ce que c'est le département qui devra demain être un peu faire de lance pilote? Mais nous, on est pour une organisation, je parle côté TZ, territorialisée, à une échelle beaucoup plus fine, beaucoup plus proche du terrain. Donc, comment on articule ça? Il va y avoir la question du pognon, du financement. Comment on fait? Aujourd'hui, je me tourne vers l'État, c'est l'État qui finance très majoritairement, et pour cause. Il est le premier bénéficiaire. On parlait des questions des coûts évités. On a des évaluations territoriales qui font un peu ce que le ROI ou tout ce que l'UAE et d'ailleurs surtout le secteur travail protégé adapté a fait en disant vous mettez 1 euro, vous en récupérez 4. Il faut continuer à le faire et d'ailleurs il y a une étude qui va être portée tout au long de 2024 par un institut pour objectiver l'activation de la dépense passive. Parce que on aura beau le dire nous, faut pas que ce soit nous qui le disions. Parce qu'on est parfaitement subjectif, faut que ce soit d'autres. Et des gens experts. Donc ça, c'est en cours. Et c'est fin 2024 qu'on aura des résultats sur l'activation des dépenses passives. Ça plaira beaucoup à Bercy. Et on a besoin que ça plaise à Bercy. C'est important. Non, mais c'est important. Bercy est important. C'était quoi? Mais du coup, il y a la question du financement. Du coup, demain, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous créez une nouvelle branche de la sécurité sociale qui viserait une 5e branche, qui viserait en fait à lutter contre la privation durable d'emploi? Et du coup, derrière, quel mode de financement ça opère? Tout ça, l'enjeu, c'est de poser, et là, je n'ai parlé que gouvernance et financement, mais et derrière, avec quelques convictions. Et donc, territoire zéro chômage, je dirais, j'aurais terminé, un point de départ, une perspective. Le point de départ, c'est, nous, on a 3 convictions qu'on a posées en 2023 sur la table. Mais on discute avec ces 3 cartes, à la différence du poker, il y en a 3 dans la main, c'est le CDI, la territorialité et le financement à hauteur du besoin. Il faut arrêter de fixer des quotas par le haut. Il faut répondre et financer à hauteur du besoin exprimé par le territoire. Enfin, c'est les 3 grandes convictions, et il y en aura plein d'autres, mais qu'on a posées. Et après, il y a des méthodes de faire avec les personnes privées durablement pas, les personnes. On vient dans le débat avec ça. Et donc, on a proposé une grande concertation en 2024, qui vise effectivement, avec tous les réseaux de l'IAE, du service du travail protégé, secteur de travail protégé adapté, et d'autres, il y a déjà 12 réseaux qui sont arrivés. Chantier école devrait venir bientôt, on en serait ravis, et bien par des conférences territoriales, se poser collectivement cette question, pour faire sortir ces différents sujets, et pour reprendre un peu la main, si je peux me permettre,
et d'aller voir les pouvoirs publics, pas simplement en disant voilà ce que l'on veut, mais voilà comment on veut le mettre en place. Et être en capacité de manière plus offensive, à fin 2024, début 2025, de dire amis des pouvoirs publics, qu'ils soient État, mais je me tourne aussi vers des représentants du Parlement, de dire bah, voilà la proposition qu'on peut vous faire. On peut vous faire, et nous on a un horizon de toute façon qui est 2026. Donc c'est ça qu'on doit d'abord pousser. Est-ce que la concertation sera un succès? J'en sais rien. Ça se trouve, ça va foirer, on n'y arrivera pas, mais au moins on aura acté qu'on n'y arrive pas, ensemble. Donc bah ça, on sait pas, on n'y arrive pas. Bon bah tant pis, et puis là on pourra parler, nous, pérennisation du projet, et puis chacun défendra sa boutique, et puis on verra, ce qui est pas mal, mais voilà, la première étape, c'est ça, c'est ces concertations. Donc, vous verrez, on y viendra, il y aura des grandes conférences territoriales, et l'enjeu, c'est qu'on arrive à poser collectivement ces débats autour de 5 thèmes, et je vous promets, j'arrête, c'est quoi le principe, c'est quoi le droit à l'emploi, c'est quoi la privation durable d'emploi, c'est quoi des entreprises de lutte contre la privation d'emploi, comment on arrive, nous, à nos OBE de 2 structures, comment on garantit au niveau territorial le droit à l'emploi et comment on le garantit au niveau national. Voilà les 5 grandes questions qu'on a posées, qu'on aimerait vous soumettre et se soumettre collectivement et faire émerger des réponses à cela pour qu'après on puisse porter collectivement une voix fin 2024 parce que quand même les amis le chronomètre tourne. Donc il faut qu'on soit à l'offensive pas plus tard que mi-2025 à mon avis parce que sinon on va tous être bouffés tout cru. Merci Antonin, je t'invite à passer le micro à Stéphane, le voisin de droite, qui a 2 casquettes, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc je vais vous proposer d'évoquer effectivement votre action en tant que député autour des questions de politique. Bon, on a évoqué l'expérience d'un conseil départemental voisin. Peut-être vous en tant que conseiller, représentant du conseil départemental aussi, nous dire votre vision. Alors, quelles que soient les fonctions portées, les convictions restent les mêmes, et l'approche reste la même. Alors, peut-être un regard à double échelle. Le premier regard qui est le mien et que je décline dans l'exercice de mes fonctions, dans mes choix, c'est une action ou un combat contre l'exclusion. Ne pas admettre qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont en marge de la société et considérer que ce travail de les remettre dans un champ commun doit passer par de l'activité professionnelle. C'est de la lutte contre l'exclusion par le travail. Et fort de ça, trouver toutes les solutions possibles. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit sur l'insertion par l'activité économique. On parle aujourd'hui de TZ, mais il y a d'autres solutions qui permettent de le faire. Mais je crois que c'est ce qui sous-tend tout un combat, toute une action politique. Après, au niveau parlementaire, quand on entend cela, c'est la conjonction peut-être d'une force citoyenne militante, celle de TZ, précédée jadis par le réseau ATD Quart Monde, qui effectivement, encore en 2024, va conduire son chemin. Et qui, à un moment donné, doit rencontrer le champ, faire émerger énormément de solutions, énormément d'idées. Si la partie institutionnelle ne prend pas ces idées, ça restera inefficace. En tout cas, ça restera sans solution. Et je le dis parce que, avec Antonin, on s'est rencontrés dès 2017, quand j'ai été élu député. On se voit très souvent. Ça va pas de soi. Je reviens à ce que je disais à Daniel tout à l'heure. La deuxième loi, qui a permis d'ailleurs à ce que le Taon soit aujourd'hui territoire zéro chômeur, elle n'allait pas de soi. En 2018-2019, une majorité n'en voulait pas. Et si on a réussi à aller la chercher au forceps, certains parlementaires vraiment appuyés, relayés par la force associative et militante de TZ, je le dis, ça n'allait pas de soi. Et l'atterrissage législatif entre le Sénat et l'Assemblée, je le dis avec beaucoup d'immodestie, si j'avais pas été là, ça passait pas. Ça se cassait la figure. Il y avait un rapporteur à l'Assemblée qui était une collègue de La République En Marche et un rapporteur du Sénat qui était une sénatrice LR qui ne voulait pas se mettre d'accord. Et à la dernière minute, ça a failli capoter. Je les ai invités toutes les deux dans un bar. Enfin, j'ai vraiment fait un truc pour que ça fonctionne. Mais et Antonin tenait la chandelle. Antonin n'était pas très loin. Bon, ceci étant, ce précédent, je le sens arriver pour la troisième loi. Pour être vraiment très rapide, j'ai effectivement, Cédric le disait, Antonin le redisait, j'ai eu le plaisir, parce que c'est un plaisir quand tu assumes des missions comme ça, d'être le rapporteur pour avis, donc des crédits 2024, sur tout ce qui est emploi de travail dans ce pays. Quand tu conduis un rapport, tu fais énormément d'auditions, tu as beaucoup de rencontres, tu écoutes les gens.
J'ai écouté naturellement TZ, c'était la première audition au mois d'août. Après, j'ai écouté la direction de Pôle emploi, cher Jean Basser, qui pour autant est quelqu'un avec lequel je m'entends très bien. J'ai écouté le ministère du Travail, la DGEFP. Et ben, je vous assure que eux ne sont pas convaincus par l'expérimentation TZ. Et ils le verbalisent droit dans les yeux dans le cadre d'un approche parlementaire. Moi, je représente le législatif, je représente l'exécutif ou assimilé. Ils n'ont pas encore la conviction, pour les raisons qui sont les leurs, que c'est une solution. C'est la raison pour laquelle la troisième loi, il va falloir aller la chercher. Donc moi, je me réjouis effectivement qu'il y ait ce travail de terrain, ce travail qui soit porté par tout le réseau, surtout quand maintenant, c'est là que je donne rendez-vous au territoire, mais quand je dis au territoire, pas uniquement au Vosges, pas uniquement au nôtre, qui est devenu la loi plein emploi, dans lequel il y a un article 6 qui va autoriser les territoires, mais à définir, il n'y a pas de géographie, à rechercher toutes les solutions novatrices pour remettre les gens en situation de travail. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de l'IAE, on a parlé de TZ, mais j'invite Pôle emploi, j'invite ceux qui seront animés par cette intention de faire également en complément quelque chose dans le département des Vosges. Donc il va y avoir un temps, me semble-t-il, utile, possible, pour permettre à des jeunes, à des femmes, de retrouver le champ de l'activité. Il faudra s'en servir. Mais pour en revenir à la question de la troisième loi TZ, Cédric est un peu sévère à l'égard d'Olivier Dussopt, mais je comprends le message, Cédric. On a suffisamment d'affection, toi et moi. Olivier Dussopt, effectivement, ça va pas de soi. Mais il fait avec ce que Bercy lui donne. Il y a encore une approche comptable, rationnelle. Un projet territoire zéro chômeur, il faut pas le voir uniquement sur l'impact de l'emploi, du CDI. Bien sûr que c'est l'objectif, mais il faut le voir sur un projet territorial. Lorsque vous redonnez à un homme ou à une femme une solution durable, peut-être qu'il va récupérer son enfant qui avait été confié à l'aide sociale à l'enfance parce qu'il n'avait pas de possibilité d'y aller. Ça provoque énormément de valeur dans un territoire, bien au-delà de l'emploi. Et moi, je le dis au conseil départemental, bien sûr que l'approche, c'est le service économique du département qui fait un super boulot, mais le département doit le voir dans sa globalité. On parlait de tout éviter, mais ça a un impact territorial. Et moi, je plaide pour que les MSVS soient totalement intégrés. Donc, solidarité, c'est les services sociaux du département. Mais moi, je plaide effectivement pour que les MSVS soient totalement intégrés à l'EBE parce qu'elles ont également un impact par derrière. Des aides, c'est une, à votre question. La troisième loi, on s'y prépare. Je travaille avec deux députés, un de la France Insoumise et un député socialiste. On est trois députés à avoir mis en place un groupe de travail transpartisan pour faire, au-delà de ce que TZ fait, ce travail de lobbying parlementaire pour aller au contact avec les ministères, avec les autorités, pour tenter effectivement de faire franchir la porte le plus rapidement possible avec la plus grande clairvoyance. Je croyais me souvenir juste que les deux premières. Malgré ça, vous avez encore des craintes. En fait, pourquoi ça va pas de soi? Je veux dire, le fond de ma pensée, peut-être que je me trompe, mais si je vous le dis, c'est qu'à mon avis, ce sont à chaque fois des solutions qui ne viennent pas du gouvernement, qui ne viennent pas de l'État. À chaque fois, ce sont des initiatives parlementaires. Ce sont des propositions de loi qui n'ont pas été maturées par les hauts fonctionnaires que je respecte et dont j'admire l'utilité pour le pays, et qui ne sont pas passés par ces fourches codines de eux qui produisent ce que la France doit faire. Là, c'est passé par la voie parlementaire classique, et ça, pour certains, ils ne le supportent pas. Je vais donner un autre exemple sans être trop long. Il a été décidé en 2018, dans le cadre de la loi Avenir professionnel, d'expérimenter le CDIE, contrat à durée indéterminée aux fins d'employabilité, pour des chômeurs de longue durée. C'est une autre solution que TZ. On va chercher des hommes et des femmes qui sont vraiment très éloignés. On leur propose un CDI, et vous connaissez tous les avantages et les vertus du CDI, parce qu'on leur met un groupement d'employeurs. Ça ne coûte pas 1 euro d'argent public.
ça bonifie leur statut individuel, ça double leur CPF, c'est plein de vertus. L'expérimentation, elle arrive à échéance fin décembre 2023. J'ai naturellement déposé des amendements, je me suis battu pour qu'on proroge le CDIE, dont un des principaux utilisateurs est la Poste, parce que ça fonctionne bien. L'IGAS et la DGFP ont émis un avis défavorable, alors que j'insiste, ça ne coûte rien à la collectivité, ça produit des effets. La raison, je vous donne le fond de ma pensée, c'est parce que c'est pas eux qui ont créé la solution et ils pensent qu'ils feront mieux en faisant autrement. Donc, dans les vertus de la pédagogie, il y a l'idée de faire penser des autres, des décideurs. Oui, Jean-Luc, là, on évoque un peu, alors moi, je me suis noté, ça, je sais pas, c'est peut-être une erreur, mais l'idée peut-être de territorialiser de manière généralisée la politique. Vous êtes un territoire expérimental, France Travail, l'idée étant d'essayer de huiler les coopérations pour favoriser le développement de l'emploi sur le cas qui vous fasse peut-être rêver vers un droit à l'emploi pour tous national. Les axes de France Travail. France Travail, ce sera quelque chose de bien plus englobant que la seule, je mets des guillemets, c'est pas dévalorisant, mais que cette seule expérimentation qui a lieu actuellement sur Épinal. C'est un des axes, c'est un accompagnement rénové pour les bénéficiaires du RSA. Ensuite, il y a d'autres expérimentations qui auront lieu France entière sur plein d'autres, volets de ce futur réseau pour l'emploi que sera France Travail. Est-ce que cette expérimentation, je ne sais plus où ils sont, je les ai salués en entrant, mais bon, il y a les collègues du CD, du service économique qui sont là, mais je ne sais plus où. Oui, quelque part, voilà. Et puis, Stéphane Viry qui porte cela également au niveau du conseil départemental. Donc, c'est une action portée et initiée par le conseil départemental des Vosges, dont nous sommes le premier et l'essentiel opérateur. Je vais être très schématique. Toutes les personnes au RSA aujourd'hui sur la ville d'Épinal, je précise bien que c'est la ville, sur la ville d'Épinal, bénéficiaires ou qui bénéficient depuis cette année, donc les nouveaux entrants du RSA, bénéficient d'un entretien tripartite. Donc c'est un entretien avec le regard du conseiller Pôle emploi, donc un regard orienté emploi, et le regard d'un délégué insertion, dans tous les cas d'une personne du conseil départemental, avec un regard social. L'objectif, c'est de faire tout de suite un état des lieux, d'avoir une vision à 360 degrés sur l'employabilité immédiate ou pas et les problématiques sociales qui peuvent se poser à la personne, de faire ce diagnostic et de pouvoir orienter au plus vite, c'est-à-dire dès cet entretien tripartite, la personne vers un accompagnement, soit emploi. Les problématiques sociales sont multipliées par le conseil départemental, par un des prestataires du conseil départemental, soit donc une nouvelle offre de services déployée par le service économique, un accompagnement socio-professionnel quand il y a encore l'une ou l'autre problématique sociale à accompagner en prévision d'une arrivée ensuite chez Pôle emploi pour le placement. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, il y a effectivement des obligations. Alors, dans le cadre de l'expérimentation, nous ne sommes pas encore dans les obligations. Ce sera dans le cadre de la loi qui n'est pas encore parue, mais qui a été votée. En action de mise en activité des bénéficiaires qui sont à ce moment-là accompagnés par Pôle emploi ou par le conseil départemental. Ce qu'on s'est fixé, je le cite avec Damien Parmentier, directeur général des services du CD, c'est d'avoir, je vais commencer par les personnes qui vont être accompagnées en social, un minimum d'1 heure d'activité par semaine. Je précise bien, une activité 1 heure par semaine. Je vais chez l'ophtalmo. 1 heure de rendez-vous plus une demi-heure aller-retour de déplacement, ça fait déjà 1h30 dans la semaine. Tout ça, ça compte. Socio-professionnel, d'autres activités, là, on s'est donné une fourchette entre 8 et 12 heures. Et pour les orienter emploi, Pôle emploi, on s'est donné 15-20 heures, ce qui est normalement dans les textes demain. Mais c'est une cible qu'on veut atteindre et non pas qui s'impose dès le départ. Et donc, 15 à 20 heures d'activité, je termine là-dessus. C'est parce que on a lu par semaine, on a lu et on a entendu tout ce qu'on voulait. Ce n'est pas du travail caché, ce n'est pas du bénévolat non rémunéré ou non reconnu ou quoi que ce soit. C'est la participation à un atelier, c'est une prestation, c'est une immersion en entreprise, ce qu'on appelle une PMSNP pour ceux qui connaissent l'acronyme.
C'est aller à un forum. Mon conseiller m'oriente vers un forum. Je vais passer 3 heures au forum. Je vais donner mon CV. Je vais échanger avec des employeurs. Il y a 3 heures, plus une demi-heure aller, plus une demi-heure retour. J'ai déjà 4 heures dans la semaine. C'est tout ce qui me met en action et qui contribue, et vous l'avez dit, mesdames, parce que c'était des dames dans la vidéo tout à l'heure, ce dont vous avez témoigné, c'est cette notion de reprise de confiance, de rencontrer des gens, etc. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en place pour les bénéficiaires qui sont maintenant accompagnés. C'est ce fait de retrouver confiance, et on retrouve aussi confiance en ayant un nouveau rythme. Et je termine et je conclus. L'engagement des 15 à 20 heures, contrairement à ce qu'on peut entendre, ce n'est pas qu'une responsabilité ou un devoir du bénéficiaire du RSA. C'est une responsabilité et un devoir partagé, je regarde Emmanuel Petit, mais entre le CD et le bénéficiaire, ou entre Pôle emploi et le bénéficiaire, parce que qui dit 15 à 20 heures, ou 8 à 12, ou minimum 1 heure, c'est bien l'accompagnant qui se met aussi cette responsabilité de créer la dynamique pour le bénéficiaire. Donc il y a celui qui fera les actions, mais il y a celui qui doit trouver le bon parcours et les bonnes actions. Donc contrairement à ce qu'on dit toujours, on va obliger les gens à, on va s'obliger à permettre aux personnes de. Pas tout à fait pareil. D'accord, merci Jean-Luc. Si vous voulez faire tourner le micro, j'espère Kevin, à qui nous avons proposé donc de rejoindre cette table ronde avec un statut, une posture un peu différente peut-être. Alors, avant de vivre la table ronde, j'allais dire, on aura peut-être un propos plus militant, mais en fait, en vous entendant tous, je peux pas le dire comme ça. Donc, Kevin, quelques mots sur cette perspective de droit à l'emploi pour tous et au regard de la situation actuelle. Alors, ouais, je me sens pas plus militant que les gens qui sont là aujourd'hui, hein. En tout cas, des gens engagés, ça c'est certain, et c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. On voit bien qu'il existe des situations, donc pour le côté militant, et je vais revenir un peu à l'origine de ce qui a lancé Emmaüs, hein. Vous savez qu'au départ, la première activité, c'était le réemploi, il y a 70 ans bientôt, donc on était les précurseurs. Maintenant, on est un peu concurrencé par Vinted et compagnie, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. C'est ce qui du coup remet un petit peu en cause nos modèles économiques, hein. Il y a 70 ans, il y avait que nous dans la rue, on allait ramasser tout ce que les gens ne voulaient pas, on a créé de l'emploi, et en plus c'était un fruit de justice, c'était Georges, ancien bagnard, qui a été voir l'abbé Pierre en lui demandant j'ai besoin de toi, qu'est-ce que je peux faire? Il était un peu suicidaire, l'abbé Pierre lui a dit bah moi j'ai pas grand chose pour t'aider, mais par contre tu peux m'aider à aider, et c'est comme ça que sont nées les communautés, les premiers compagnons. Donc au final on a été ramasser des chiffons, on a été faire ce que personne ne voulait faire. Et on a créé un modèle économique qui, aujourd'hui, 70 ans après, perdure toujours, crée de l'emploi et fait du lien avec des expérimentations comme TZ. D'ailleurs, on a été co-signataire d'un communiqué de presse au mois d'août, justement, pour dénoncer cette situation qui nous paraît toute, et c'est ce qu'on en retiendra là ce matin, hein, complètement antinomique. On reprend la Constitution, alors c'est un devoir et un droit de travailler. Donc déjà, c'est une mission régalienne. Donc ça vient bien d'en haut, c'est pas moi qui vais solutionner le problème. Ensuite, de dos, si on prend les 3 fondamentaux de l'ETZ, c'est la même chose. On retrouve droit et devoir. Le travail, c'est pas ce qui manque. Alors, je me demande pourquoi les chefs d'entreprise se peinent. Et les demandeurs d'emploi aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Et c'est pas l'argent qui manque. Alors, moi, je suis un peu synthé, je me dis toujours que l'argent, on l'imprime aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est pas ce qui doit manquer. Et au pire, on peut toujours aller demander un petit sponsoring à celle qui le vaut bien, hein, parce que c'est plus quoi faire de son argent. J'ai regardé un petit reportage sur Netflix, d'ailleurs ils en parlaient, ils ont retrouvé 65 millions sur un compte en Suisse, ça une petite somme, ils savaient pas quoi en faire. Je signale juste qu'on a un temps limité là, que je me sens militant, il faut aller jusqu'au bout, donc déjà on parle de continuer. Parce que quand on fait une maison, on commence pas par la fêtière, mais bien par les fondations. Donc on a repris les fondations et aujourd'hui c'est ce qui fait que oui, on est militant, oui, on se sent incompris. L'IAE, c'est la même chose que TZ aujourd'hui. Moi, je suis à la direction d'une association chantier d'insertion que je veux développer. On me dit, on gèle les aides au poste. Ok. Bon, on continue de faire ce qu'on fait. Alors, on reste là, on utilise les gens 24 mois et puis on crée de la précarité. C'est ce qu'il faut arrêter. Arrêter, on crée de la précarité, on crée des contrats, on amorce avec, alors je vais en parler, du PIC, des choses comme ça. Alors, on fait un contrat. Quand on va avoir un chef d'entreprise, parce que je sais bien aussi comment il parle les chefs d'entreprise, on lui dit, il y a possibilité d'un contrat 1 an, tu prends un jeune, voilà, tu auras un temps de réduction. Possibilité de renouveler 2 ans. Donc lui, dans sa tête, c'est déjà 2 ans.
j'ai quelqu'un 2 ans avec des aides et après peut-être que je le pérenniserai. Donc au bout de 6 mois, quand on lui demande de renouveler ce contrat et qu'on lui dit bah finalement les enveloppes sont gelées, bah qu'est-ce qu'il fait? Il le met à la rue. Et voilà comment on crée de la précarité. Donc oui, il y a des passerelles, oui, il y a de l'emploi pour tout le monde, mais l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Donc ça part de tout en bas, peut-être même le milieu associatif, caritatif. On fait des ramifications. Il y a les EBU qui existent. On l'a vu tout à l'heure dans les témoignages. Non, les gens peuvent pas travailler à 35 heures directement. Et à côté de ça, on a 83% des TPE, PME françaises qui peinent à recruter. Donc, on a bien un problème d'adéquation. Le public est là, les entreprises sont là. Donc, oui, c'est un droit, c'est un devoir le travail, mais c'est surtout l'affaire de tous. Et au départ, c'est une mission régalienne. Donc, il faut donner des moyens à hauteur des ambitions qu'on a sur nos territoires. Mais effectivement, et n'en déplaise à certains, s'ils sont froissés parce que l'idée vient pas d'eux, bah, c'est pas le problème. En fait, nous, on n'est pas, on va en basket au boulot, on sent la transpiration, et le soir, à la fin de la journée, on sait pourquoi l'expliquer. Et là, oui, on trouve des solutions. Là, on a toujours tendance à vouloir apporter des solutions où il n'y a pas de problème. Mais tout existe, tout est là. Si on prend l'écologie, par exemple, aujourd'hui, on condamne une pub de l'ADEME, alors que c'est une pub sur la sobriété écologique contre 500 autres. On sort du Black Friday, les vêtements, on en parle, 100 milliards de vêtements produits chaque année. 60% qui sont incinérés dès la première année. Donc, vous voyez, vos TLC, Geneviève, il y a de quoi alimenter. Hein. Quand tu cherches des fois des gisements, crois-moi qu'il y en a. Donc, effectivement, il faut se mettre autour de la table, il faut être là, il faut discuter, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités, que ce soit l'État. Oui, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'on se mette autour de table comme celle-ci pour entendre ce qu'il y a à dire. Et il faut que ça remonte tout en haut pour qu'on trouve des vraies solutions durables et pérennes pour que chacun retrouve sa dignité. Encore une fois, les meilleurs ambassadeurs, ce sont les salariés qui ont témoigné tout à l'heure. C'est eux qui ont la solution. Oui, je peux pas travailler à 35 heures. Oui, il me faut de l'agilité. Il me faut de la mobilité. Bah, ça aussi, les employeurs, moi, je le dis quand je fais des conférences auprès des chefs d'entreprise, on parle toujours d'employabilité, mais l'employeurabilité, suffit pas de taper des posts Instagram parce que je fais un peu de la RSE, parce que je suis une grosse entreprise et que j'ai des moyens. Non, c'est les TPE, PME qu'il faut accompagner sur sur notre territoire. C'est eux qui ont des besoins et nous, on a les ressources. Et je m'arrête là. Ouais. Merci Pauline. Donc effectivement, parole aussi militante que les autres, peut-être une autre forme, un peu plus crue, etc. Ce que je propose, c'est Juste, voilà. non, mais, Vas-y, Antonin. non, mais Oui. deux petites réactions par rapport à ce qui a été dit. C'est l'employeurabilité, évidemment. C'est vrai que je rappelle que sur les 350 000 offres d'emploi non pourvues en France, il faut quand même, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les services de l'État, la moitié ne sont pas pourvues parce qu'elles ne vont pas à terme. C'est que les employeurs les retirent avant même qu'ils embauchent. Voilà. Alors, il y a peut-être un peu plus que ça parce que ça compte pas une entreprise de moins de 10 salariés. Donc, allez, je vais être sympa. On va dire qu'il y a 400, 450 000 emplois non pourvus. De l'autre côté, on parle de 600 000 demandeurs d'emploi de longue durée, mais je rappelle que l'expérimentation Territoire zéro chômeur met en exergue une chose, c'est que c'est les fameuses ignorées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer la privation durable d'emploi à des chiffres, à la catégorie administrative DE, enfin, demandeurs d'emploi de longue durée. En fait, on a malheureusement beaucoup plus que ça. Certains disent voire 2,5, ça. Donc, 1 million, allez, 1,2 million. Moi, j'ai pas fait beaucoup de maths, j'ai fait des études littéraires, mais je me fais un petit peu quand même. Je me suis arrêté tôt au lycée, mais grosso modo, je prends 500 000 d'un côté, 1,2 million de l'autre. Je veux dire, moi, je ne parle même pas de la question de l'amélioration de l'employabilité, de l'employeurabilité. Je parle de cette question de il y a une forme de pénurie d'emplois, qu'on le veuille ou non, il manque des emplois. Alors après, je suis pas totalement d'accord avec toi, Kevin, sur le fait que il y a des employeurs, non, il y a des activités, oui, mais on peut reconnaître, c'est le capitalisme. L'activité, quand elle n'est pas solvable, bah, l'employeur marchand, il n'y va pas. Et Territoire zéro chômeur montre qu'il y a peut-être des activités non solvables, très utiles au territoire, et même certaines qui peuvent devenir solvables dans le temps, si on les amorce. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi à pousser. Et après, sur la question du projet de loi plein emploi et ce qu'il y a derrière. Moi, je suis très intéressé et il y a des laboratoires à monter, nous, sur l'expérimentation France Travail et l'expérimentation TZ. Quand elles se recoupent, on a identifié quelques territoires. Il faut voir comment on peut travailler ensemble. Nous, on a une ligne rouge quand même. On a rappelé au conseil d'administration, et en tant que directeur, je suis obligé de la rappeler, c'est n'opposons pas le droit à l'emploi et le droit à l'assistance. C'est deux choses très différentes. Et donc, pour ce qui est des allocataires du RSA, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a quand même 30% des gens qui pourraient l'être qui ne le sont pas, et Territoire zéro chômeur. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui auraient pu avoir le RSA qui ne le demandaient même pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, regardons, chiche,
faisons ensemble. Moi, je suis très content que la culture de l'aller vers, l'Académie France Travail qui va s'ouvrir, tout ça, et on est en contact avec les équipes nationales là, de Thibaut Guilluy pour travailler là-dessus avec eux. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter sur ces aspects-là. Bon, après, moi, je reste circonspect sur la capacité collective à ce que vous trouviez de l'activité existante pour honorer ces 10, 15 heures, 20 heures. Bon, voilà, ça, c'est un, j'ai envie de dire, faudra regarder ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, sur les territoires où il y a recoupement de ces expérimentations, il faut qu'on regarde comment, sur certains aspects, on peut travailler. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas fait, ça fait un peu mal à la tête au début. Mais le rapport France Travail, qui fait quand même 274 pages, c'est long, mais il faut pas forcément tout lire, surtout la fin, parce que c'est des questions financières où il dit, bah, pour faire tout ça, il faut avoir 3 milliards. Donc voilà, c'est pas tout acheter une Ferrari, mais il faut avoir les moyens de la Ferrari, quoi. Mais au-delà de ça, toutes les pages d'avant, les 150 premières, on peut, enfin, moi, je veux dire, on peut globalement être que d'accord. C'est comment mieux épauler les chômeurs. Ça. Après, la question, c'est est-ce que l'écosystème va prendre? Inspirons-nous des écosystèmes qui existent déjà. Et l'aspect territorial, et il faut que tout le monde soit autour de la table, les personnes privées d'emploi les premières, parce que je crois que ce que le comité local a fait transpirer le plus quand il fonctionne bien, c'est que c'est une responsabilité collective et partagée. C'est enfin, Pôle emploi, vous n'accusez pas seul la responsabilité du chômage sur un territoire. C'est insupportable. Enfin, c'est horrible. Enfin, moi, j'ai un grand respect pour les directeurs d'agence, mais comment ils font, quoi? Le sort de là, toi, le chômage, tout seul, il rentre chez lui, c'est très dur. Voilà. Non, mais et les élus, pas être tout seul avec, voilà. Et c'est ce collectif-là, j'espère que dans les comités bassin de vie, je crois que c'est comme ça qu'il est appelé, il y aura cette même idée. Il faut effectivement, comme le disait Stéphane, que l'État entende. Non, mais j'ai terminé, mais entende que c'est pas parce qu'il a du pouvoir d'agir au territoire qu'il perd son propre pouvoir. Et je crois que les comités locaux pour l'emploi montre que les deux sont conciliables et je ne doute pas qu'on irait voir. Je propose de passer la parole à Jean-Luc qui levait le doigt et ensuite de terminer par une réaction de Stéphane avant de passer à quelques questions dans la salle. Jean-Luc. Moi, je voulais juste éclairer l'histoire des 15-20 heures, là, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Sur l'expérimentation, on démarre avec un public nouveau dans le cadre de cette démarche. Juste pour rappel, parce que je pense que tout le monde l'a lu dans la presse, mais depuis mars 2022, il y a le contrat d'engagement jeune qui a été mis en place, qui concerne Pôle emploi et qui concerne les missions locales. Et avec cette obligation, là, on est dans une expérimentation pour les bénéficiaires du RSA et on avance vers, pour le contrat d'engagement jeune, c'est depuis le départ, depuis mars 2022, une obligation. Dans le Grand Est et dans les Vosges, on y a la virgule, enfin c'est la virgule qui change, mais la moyenne du nombre d'heures hebdomadaires pour les jeunes qui sont dedans est de 19,6 heures. Les Vosges 19, autre chose, mais voilà, c'est 19 quelque chose. Et voilà, on n'a pas entendu de manifestation de jeunes ou de jeunes qui se plaindraient d'être mis en activité. Donc, il faut vraiment pondérer tout ça. Et oui, on a la possibilité de trouver et de valoriser. C'est pas seulement de trouver des choses à faire pour les gens. C'est quel est le parcours vers lequel on peut les engager et ensuite valoriser toutes les actions et les activités que les personnes feraient. Et un deuxième et dernier point, là où je vous rejoins totalement, c'est que France Travail pour demain. Alors, monsieur le député en parlera mieux que moi, mais pour moi, l'image que je m'en fais, c'est travailler mieux ensemble, aller les uns vers les autres, non pas un seul qui va vers tout le monde, mais les uns vers les autres. C'est sortir de certaines logiques parfois égocentrées de l'individu ou de la structure. C'est sortir du faire-faire, donc faire à quelqu'un, au faire ensemble pour un objectif qui sera commun. Et là, je crois beaucoup en France Travail, dans ce réseau pour l'emploi, parce que ce sera le terme de ce réseau, et qui inclura la plupart des personnes ici présentes dans les différents cercles de France Travail demain. Merci Jean-Luc et Stéphane. Avant de passer la parole à la salle. Peut-être trois observations assez brèves. La première, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a réussi à obtenir quand même quelque chose avec Antonin, c'est que le comité d'évaluation scientifique va se mettre en place. Il faut qu'on sache effectivement ce que tes aides génèrent, produit. C'était une volonté législative dans la deuxième loi qui, pour autant, a été votée en 2022. Il s'est rien passé depuis presque maintenant 2 ans. On a enfin réussi à ce qu'il y ait une première réunion constitutive en juin. Donc ça, on en a besoin, indépendamment de ce que TZ va faire en 2024. Ça, il va falloir se battre dessus. La deuxième chose, et je voudrais vraiment le signaler, parce qu'aujourd'hui, c'est assez révélateur, la composition de cette assemblée. TZ, c'est aussi le support d'un territoire positif.
et plus généralement pour l'emploi sous toutes ses formes, des aides liées à eux, l'État, les collectivités territoriales, les organismes de formation, les partenaires sociaux. Je pense qu'on est un territoire dans lequel on sait se parler, on sait s'écouter. On peut avoir des divergences, on peut pas forcément être d'accord sur tout, mais me semble-t-il, on a ce terreau qui nous permet effectivement d'aller chercher ensemble des solutions. Et TZN, à mon avis, est le vrai support pour aller avec les entreprises adaptées, avec les autres, d'aller chercher quelque chose. Moi, je tenais à vous le dire publiquement, parce que personne seul n'aura la solution et la réponse. Il faut qu'on continue effectivement à s'écouter, à se parler, à se mettre autour d'une table. La troisième chose que je voulais évoquer, c'est par rapport à France Travail. Moi, il y a un chiffre qui m'a profondément choqué. J'ai découvert, quand j'ai voulu que le département des Vosges candidate pour être un site expérimental, que globalement, un bénéficiaire de RSA sur deux ne faisait l'objet d'aucun suivi. C'est-à-dire que la France admet qu'un sur deux, on l'isole, on l'exclut. On lui donne quelques subsides mensuels et c'est bon, on a fait notre quote-part de socialisation. C'est insupportable. Avec France Travail, désormais, Jean-Luc l'a dit, c'est 100% des allocataires du RSA qui vont faire l'objet effectivement d'un travail personnalisé, d'un accompagnement. Rien que ça, c'est une victoire. Et France Travail, c'est une réponse à la lutte contre l'exclusion. Après, par rapport à la contrepartie, parce que donc à 100%, on va s'occuper d'eux. La contrepartie, c'est maximum 15 heures. C'est pas 20 heures. La loi, elle prévoit 15 heures. Individualisable, c'est-à-dire qu'il y a des personnes auxquelles on va demander qu'une heure. Et si jamais tu es parent isolé, en situation de handicap ou autre, il y a la possibilité d'exception pour que globalement tu ne rentres pas à la collectivité dans les 15 heures auxquelles tu peux être astreint. Donc vraiment la solution telle qu'elle a été posée, elle est personnalisée, elle me paraît souple. Elle est vraiment dans un objectif de ne pas laisser les personnes chez soi. C'est pas effectivement un faux travail ou un travail dissimulé. Alors, il y a eu cette caricature, il y a eu ce procès d'intention. Il est manifestement démenti par la réalité de ce qui se passe dans les Vosges et par ce que la loi va vouloir. Mais je pense réellement que cette volonté législative, c'est de lutter contre toute forme d'exclusion. Merci pour ces précisions sur ce qui se profile. Donc, je vous propose de passer le micro. Alors voilà, on se présente, on essaie des prises de parole. Représentant la MFR de Guignicourt, je voudrais savoir si dans ce système, il est prévu des formations. Dans ce qui vient d'être évoqué. Okay. On prend 3-4 questions. Hein, et Ok, en haut à droite. Oui, après. Ok. Bonjour, Sandrine Lacoffrette. Je prends juste la parole, c'est pas réellement des questions, ou en tout cas, c'est des questionnements personnels. Moi, je suis assistante sociale dans la fonction publique territoriale et notamment dans les conseils départementaux depuis plus de 30 ans maintenant. Et tout ce que vous décrivez, il me semble que les assistantes sociales le faisaient déjà du temps du RMI. Alors, excusez-moi de dire un gros mot, mais c'était ça. Et on accompagnait dans les départements où j'exerçais, on accompagnait toutes les personnes en collaboration avec Pôle emploi. Donc, pour moi, excusez-moi, mais il n'y a rien d'inventé de nouveau. Sauf que à un moment donné, je sais pas ce qui est parti en cacahuète, je le dis avec des mots simples, hein, Kevin, tu me reconnaîtras, je sais pas ce qui est parti en cacahuète dans mon métier et dans les organisations des collectivités locales, mais à un moment donné, on nous a empêché, nous, assistantes sociales, d'exercer réellement cette lutte contre l'exclusion que je soutiens auprès de Stéphane Viry. Maintenant, deuxième point, c'est... Rapidement. Oui, très rapidement. Je tenais à dire que, par exemple, au niveau du conseil départemental, j'ai participé à pas mal de conférences qui ont eu lieu sur la ruralité et sur l'implantation, voilà, tout le travail que fait le département sur la ruralité. Et à ce moment-là, à aucun moment, et je suis allée parler au président Avançon, à aucun moment n'a été évoqué territoire zéro chômeur longue durée. Voilà. Alors que pour moi, c'était effectivement quelque chose de primordial. Et j'ai été, je le dis avec mes mots, très déçue de cette chose-là. Et dernier point, je crois que territoire zéro chômeur, comme les autres, et c'est là que je salue Jean-Paul Boyer, je salue Betty aussi, d'ATD Carmonde,
Tout ça n'existe pas aussi, et on n'en a pas trop parlé, des bénévoles, de tous ceux qui s'activent en permanence. Alors effectivement, nous, c'est invisible aussi. On passe du temps, on passe des soirées à taper des comptes rendus, à faire que les journées comme aujourd'hui se passent bien, parce que on va chercher du sucre au dernier moment parce qu'il n'y en a pas. Enfin, voilà. Oui, parce que je mets en application les lois de mobilité douce. Voilà. Donc, c'est par rapport à tout ça aussi. Il y a aussi toute la part des bénévoles qui n'est pas mise en valeur, je trouve, suffisamment. D'accord. Merci. Là, Johan, ah bah ok, ça va remonter. Il y avait une demande là-haut, puis après ce sera la dernière. Je vais faire monter après. Camille Redsin, maîtresse de conférence à l'Université de Reims. Moi, la question que je me pose, c'est une vraie question pour le coup quand j'entends droit à l'emploi, exhaustivité, ou alors si je vais demander le RSA ou pas, c'est la question du non-recours. Et la question que je me posais, donc vous dites que l'exhaustivité, elle n'est pas atteignable que par le BE, elle n'est atteignable qu'au niveau du territoire, et je pense que c'est tout à fait le cas. Et comment au niveau du territoire, on travaille sur le non-recours, et notamment avec l'arrivée de France Travail, où Pôle emploi peut faire peur, le département peut faire peur. Merci à vous d'être là, bonjour. Donc on est reparti pour vous pensez 3 quarts d'heure à peu près d'échange. S'il y a j'avais vu d'autres mains se lever, peut-être intégrer au nombre d'heures à faire, tout en haut. Au nombre d'heures à faire dans la semaine, de faire un premier tour, comme tout à l'heure, de présenter cette dernière Ça ne sera pas une question, mais plutôt un témoignage pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Gregorio, puisque nous, à Strasbourg, on a fait une gouvernance partagée. On avait fait une réunion, puisque les PPD, les première réaction, on a été inclus dès le début dans le projet, et on avait fait une réunion pour être en gouvernance partagée, et le porteur de l'EBE aurait été Emmaüs. Parce que non, il y a qui est à Bischheim, et on avait donc créé un COPIL, donc un comité de pilotage, dans lequel certaines PPDE, dont moi-même, on aurait fait partie, on aurait été 2 du territoire Porte du Rhin-en-Père et 2 du territoire Montagne-Verte-Elzo, qui auraient fait partie du comité de pilotage si on avait vu le jour. En l'occurrence, finalement, ils n'en veulent pas, nos salariés. Merci. Donc, comment on fait? Donc, il faut bien créer à la table ronde. Donc, on est là pour ça. Et je pense qu'on a eu pas mal d'échanges que la demande de première très belles question, choses. est-ce qu'il existe des formations pour revenir sur le film, on voit que ça existe, il existe des parcours. Et si on revient à la valeur travail, moi, j'ai une citation très simple. Einstein disait, si on évalue la capacité intellectuelle d'un poisson à monter un arbre, forcément, on va pas le département accompagne. Par contre, si on le met par l'expérimentation, je pense qu'on va en tirer toute la longue durée. Parce que la deuxième loi oblige tous les départements de France à répondre présent. Merci, après, Antonin, il n'y aurait pas d'intelligence à déployer partout. S'il n'y a pas une émergence territoriale, s'il n'y a pas une volonté. Après, on sait que dans le département des Vosges, il y a des sites qui réfléchissent à candidater. Naturellement, le département ira avec bienveillance et soutiendra comme ils soutiendront depuis le départ. Pour moi, c'est pas un sujet. Sur la formation, je pense que Jean-Luc répondra, mais il y a toute la formation est totalement prévue en mobilisant tous les acteurs de formation. Il n'y a pas de sujet. S'agissant du non-recours, dans la loi qui a été votée, il y a une disposition pour éviter le non-recours. Je pense que la valeur du travail. La loi qui va être mise en application le 1er janvier apporte une réponse pour effectivement un accès au droit autant que possible. Et la dernière question, enfin, c'est une observation sur le RMI. Effectivement, le RSA est un échec par rapport à ce que pouvait être comme bien fait le RMI. La Cour des comptes l'a dit sur un aspect de coût, sur un aspect de retour à l'emploi. Et je pense que par fatalisme, un grand nombre d'acteurs sociaux ont fini parce qu'ils n'étaient pas suivis, parce que peut-être qu'il y avait beaucoup trop de personnes à accompagner, ont fini effectivement à oublier, mais parce qu'on les a pas aidés, parce qu'ils n'ont pas incité, ont oublié effectivement cette nécessité. Donc moi, je me réjouis qu'on en revienne à une version initiale qui existait il y a 35 ans. Merci Jean-Luc. Pour compléter, essayer d'être court également sur le champ de la formation. Ça me permet de redonner un petit peu le schéma des responsabilités ou des champs d'intervention des uns et des autres. Au niveau des sujets qui nous concernent, le conseil départemental, c'est, je schématise bien entendu, le champ du social, Pôle emploi, le champ de l'emploi, et, ils sont pas présents à cette table, mais le conseil régional sur le champ de la formation. Et c'est bien déjà aujourd'hui, où ça fait des années qu'on bosse très très bien ensemble, mais encore mieux, je l'espère, demain,
dans le cadre de ce réseau pour l'emploi, et des formations existent. C'est bien la région qui finance principalement. Pour l'emploi, on a un budget socle de formation, mais le maximum du financement vient de la région, et il est bien mobilisé pour tous ces dossiers-là. Ce qui est parti en cacahuète, je ne peux pas en parler mieux que monsieur le député. En revanche, quand vous avez parlé du bénévolat, je ne voulais pas trop utiliser le terme tout à l'heure parce qu'il a été tellement galvaudé par la presse et par certains élus, pas Stéphane Viry, mais d'autres qui considéraient qu'on avait forcé des personnes à faire du bénévolat gratuit, etc. En revanche, non. Quand on parle des heures, que ce soit 1, 5, 10, 8, 12, 15 heures, la personne qui fait volontairement du bénévolat et qui apporte de son temps et que ça permet, ce temps est aussi valorisé dans ces heures-là, parce que tout simplement, n'oublions pas que ces heures, c'est aussi une façon pour la personne d'avoir une reconnaissance du fait qu'elle donne déjà à la société. Et contrairement à ce que j'ai entendu donc tout à l'heure, je n'ai pas de compétences si la personne en a. Si elle fait du bénévolat, si elle est dans ceci ou dans cela, elle a des compétences et qu'on peut aussi valoriser par ce biais-là. Et je termine. Je suis désolé qu'il y ait des personnes qui aient peur de Pôle emploi, monsieur le directeur d'agence et monsieur le responsable d'équipe. Mais non, sur le non-recours, nous serons également mobilisés dans le cadre de l'opérateur France Travail que nous serons et du réseau pour l'emploi pour travailler à l'application de cette partie de la loi qui nous obligera à aller ou à contrer le non-recours. Merci. Kevin, une réaction, une intervention sur un des thèmes évoqués, le non-recours, Juste sur la formation pour compléter, parce que j'en connais un petit rayon aussi, je suis passé à la région. Alors, moi, j'ai fait preuve d'agilité pas mal dans mon parcours. Alors, contrairement à Georges, j'étais pas repris de justice, mais de justesse, je pense. Donc, ça m'a permis d'expérimenter pas mal de choses. Et si je peux donner juste un témoignage, moi, de cursus, j'ai un CAP de plasturgie. J'ai quitté mes parents à 19 ans, un peu base rebelle, vous vous en doutez. Et j'ai expérimenté pas mal de choses. Et avec mon CAP plasturgie, j'ai quand même fini dans une collectivité. Alors, soit je suis le concours de la fonction publique, mais j'étais directeur de pôle sur la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc tout ça, c'est pas pour faire étendue de mon palmarès, mais comme quoi, quand on rencontre des bonnes personnes, quand ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité à mettre quelqu'un au bon endroit, dans le bon environnement, de lui faire confiance, de passer au-delà des codes, parce que oui, on regarde la fiche de candidature, pas de bac+5. Ouf, je me suis arrêté bien avant, quoi. Mais finalement, tout le temps qu'ils ont perdu à étudier, moi j'ai expérimenté ce que c'est que la vie, la vraie. Et je sais pourquoi ça sent la transpiration. Et oui, on peut proposer des solutions. Et ce qui se passe dans nos structures, c'est des vrais laboratoires de compétences, c'est des vrais viviers de compétences. Le modèle classique connaît la pépinière d'entreprise, nous on connaît la pépinière de compétences. Les gens, ils arrivent, on est un peu des carrossiers, on les prend avec toute leur vie. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, dans les CV, on oublie le CV typiquement préscolaire. Aujourd'hui, on parle plus de soft skills, voire de hard skills. En fait, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Parce que je vais travailler avec un humain et je vais devoir me servir de son agilité. Aujourd'hui, l'entreprise, elle pourra plus essorer une personne pendant 25 ans pour qu'il paye les traites de sa baraque. Ça n'existe plus. Une nouvelle génération, c'est pas ça. En moins de 50 ans, on a épuisé toutes nos ressources primaires. Sur 9 limites planétaires, on en a déjà consommé 6. Donc, ça veut dire qu'on a été beaucoup trop loin. Donc, tout va trop vite en matière de consommation, de surconsommation, d'environnement, de production. Par contre, le travail, malheureusement, force est de constater qu'on n'a pas évolué à la même vitesse. Et il y a eu un accélérateur ces derniers temps, qui est le Covid, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vraies prises de conscience. On peut plus se cacher. Aujourd'hui, quand je parle d'étonnage, de tout ce qui existe, pourquoi on continue de nous sensibiliser à trier notre poubelle si derrière, on voit que c'est une aberration totale? Forcément, c'est ça qui va pas. C'est ce qui crée ce contexte aujourd'hui anxiogène. C'est ce qui fait que les gens sont tendus et qui comprennent pas. C'est du non-sens. Et je vais terminer là-dessus, parce que c'est important, et je ferai pas la promotion du film de l'abbé Pierre. Je vous invite tout simplement à aller le voir et vous allez mieux comprendre, et vous allez voir qu'il y a déjà bien longtemps qu'on raconte les mêmes choses autour de nos tables, et que ce serait bien qu'on articule maintenant, qu'on y aille, qu'on se mette effectivement en ordre de marche. Et on a besoin de tous là autour de la table. Oui, c'est l'affaire de tous. L'appel de l'hiver 54, c'était le 1er février, suite au décès d'une jeune femme dans la rue. Je vais pas vous refaire l'histoire. Aujourd'hui, moi, le constat que j'en fais, là, ça n'engage que moi, c'est qu'en 2024, on balaye les rues à Paris, certes, mais pour construire du dur, alors qu'on sait que ça pollue, pour les JO, pour distraire la foule. Et pourtant, je suis un passionné de sport. Sauf qu'aujourd'hui, c'est du non-sens. On a déplacé nos SDF pour faire de la construction, et puis de ces constructions par la suite, de tout ce qui va polluer, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est ce qui fait que, je pense, on en est là aujourd'hui avec cette âme de militant, que parfois il y a des prises de parole sous émotion, c'est vrai. Mais il faut se les dire, les choses. Parce que c'est pas le dire fait rire, le faire fait taire. Merci Kevin.
Antonin, est-ce que tu veux bien Ouais, prendre la je- charge de la conclusion après ces interventions? C'est pas comme Kevin, j'avais bien prévu cette formule de fin, je te la laisse. Non, autrement, pour répondre à monsieur, les formations, l'avantage quand même avec Territoire Zéro Chômeur, c'est qu'on n'a pas voulu réinventer l'eau chaude. Et c'est des entreprises de loi ESS et qui obéissent notamment au livre, un des livres du Code du travail sur la formation professionnelle. J'attire l'attention parce que j'ai un décideur public à ma droite, cher Stéphane. Euh, c'est la catastrophe avec les OPCO. Il faut vraiment que les choses changent. C'est le cata, on a des gros problèmes. Je le dis de manière très frontale parce que, voilà, même moi, au titre de mon association, bah, j'avais 15 000 euros pour le plan de développement de compétences des salariés jusqu'alors, et là, on m'a expliqué cette année qu'il y aurait zéro. Voilà, c'est aussi simple que ça pour des batailles qui m'ont l'air un peu d'arrière-garde entre un opérateur et des opérateurs. Bon, c'est enfin, un opérateur national et ses opérateurs. Franchement, allez-y, je pense qu'on sera nombreux à soutenir toutes ces initiatives sur cet aspect. Je sais que tu travailles, mais vraiment, ça devient un peu dangereux. J'ai discuté avec des directeurs de BE et qu'on parle de manière très frontale. Le sujet remonte, il remonte au fond d'expérimentation. C'est un vrai problème, une vraie alerte. Pardon pour la minute tambouille cuisine, mais faut bien, c'est quand même derrière la formation, la montée en compétences qui est questionnée et voilà. Et après, on va venir nous dire, vous n'avez pas fait monter les gens en compétences et c'est quoi votre taux de sortie positif de l'EBE? Enfin, bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Deuxième sujet, c'est la question que Camille s'est invoquée sur le non-recours. En plus, il y a maintenant, vous avez vu que territoire zéro a fait plein de petits. Il y a territoire zéro précarité énergétique, territoire zéro non-recours maintenant, donc c'est bon, voilà, c'est très intéressant. Sur la question du non-recours. Ce qui est difficile dans le projet, je termine par là de territoire zéro chômeur, il est indéniable que le projet a permis de visibiliser des gens qui étaient invisibles. Et qu'on a, et d'ailleurs, ça ne plaît pas à Bercy, hein, qui nous dit des gens qui coûtaient rien coûtent à la collectivité, à l'État. Ben ouais. Non mais, donc ça c'est indéniable. Et je pense que, et on continuera à le dire, et je pense que le bilan du fonds d'expérimentation, ce que nous on va pousser, pourra montrer pourquoi Territoire Zéro Chômeur permet d'aller vers ces personnes. Je vous épargne dans cette conclusion pourquoi, je pense on s'attend à le savoir, mais il faudra continuer à le marteler, à l'expliquer, et je pense que on peut transférer aussi ça à Pôle emploi et il y a cet élément-là. Notamment cette conjugaison d'acteurs mobilisés et pas simplement un opérateur passif par un pour ça et pour ça. Ça, c'est le premier élément. Voilà. Après, la question qui est quand même posée, c'est jusqu'où on considère le non-recours. Enfin, moi, j'ai quand même un sujet, c'est que territoire zéro chômeur de longue durée, c'est le volontariat, quand même, des personnes. Et je serais quand même toujours attaché à ce que ce volontariat il soit respecté. Je suis pas là pour obliger des gens à travailler. Je le dis, je veux pas de, voilà, c'est important. Non mais c'est important parce que parfois on a pu voir cette volonté d'aller absolument convaincre. Moi, je suis convaincu que la dignité par le travail c'est important, mais je connais aussi des gens qui ne veulent pas travailler. Et je suis pas là pour les convertir. C'est pas mon rôle. Voilà, je le dis en tant que. Mais l'enjeu du coup, c'est eh bien de se continuer à se poser la question. Et je crois que c'est à l'échelle territoriale aussi. C'est à chaque territoire de se dire quelle est sa stratégie d'attente d'exhaustivité et où est-ce que l'exhaustivité est attente. Après, elle n'est jamais. J'ai pris ma formule. Merci Kevin. Non, mais l'exhaustivité, c'est comme l'horizon. Plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Oh, ben voilà, ça c'est de la conclusion. Merci Antonin. On peut les applaudir les quatre. Alors, je vous invite juste, on veut prendre une photo collective. Alors, j'invite mes quatre personnes de la table ronde à revenir dans les gradins. Et puis, on va prendre une photo. Alors,